Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans Associativement Vôtre sur Radio Ems, l'émission qui donne la parole aux associations de l'Est parisien tous les jeudis de 19h à 20h. Dans cette émission, nous recevons des acteurs du monde associatif et de l'Est parisien pour nous parler de leurs histoires, de leurs activités et du bénévolat. Et petite nouveauté pour ce soir, vous pouvez également nous suivre en vidéo sur notre page Facebook. Donc pour aujourd'hui, nous recevons Lucie Giovannetti de l'association Missive, ainsi que Anne Dunoyer de Bouclib. Bonsoir mesdames et merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc pour commencer, quelles sont vos responsabilités respectives au sein de votre association? Anne? Présidente de Bouclib. D'accord. Et Lucie? Trésorière de Missive, ce qui est la chose la plus ironique du monde, étant donné ma capacité à tenir un budget. D'accord. Eh bien, très bien. Donc, dans cette émission, nous parlerons des activités, donc des associations de nos invités, lors de 2 échanges agrémentés, de 2 pauses musicales que vous avez choisies. Pour co-animer cette émission, je suis toujours accompagné de Caroline et de David à la régie. Bonsoir Caroline. Bonsoir à tous. Bonsoir David. Alors, pour commencer, ça va Caroline ? Merci, bonsoir Franck, ça va très bien. Voilà, toujours mal aux cheveux ? Non, ça va. Non. Pourquoi tu dis ça? J'ai changé de shampoing. Donc, voilà, pour les auditeurs et les auditrices, Caroline a un peu abusé lors des vœux du maire mardi. Elle a bu 2 verres, elle avait mal aux cheveux, elle avait du mal à réfléchir un peu aux questions d'aujourd'hui. Et donc, on va voir si elle va assurer un petit peu pour les questions d'aujourd'hui, hein, Caroline? Bon, moi, je suis toujours, que j'ai mal aux cheveux ou pas, je crois avoir permis d'augmenter le nombre de connexions à Radio M ce soir. Allez, pour commencer, donc Caroline va essayer de nous parler du thème de la soirée, la culture à travers la lecture. À toi, Caroline. Alors, bonsoir. Et puisque le PDG de Radio M ici présent, Franck, m'a généreusement accordé quelques centièmes de seconde de liberté d'expression pour lancer son émission, ma chronique tiendra donc en 6 mots, dédiée à Laura Adler et Stéphane Bollmann. Les femmes qui lisent sont dangereuses. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai terminé. Bon, je vois que ça vous fait rire et je vois aussi des regards médusés. Alors, je vous dois peut-être quelques explications, quelques précisions sémantiques peut-être. Alors, quand je parle du PDG de Radio Ems, je parle bien de Franck ici présent, du président directeur général, doté d'un confortable suite molletonné, et preuve à l'image dès ce soir, à l'effigie de la radio, quand nous autres bénévoles sommes affublés, le terme est choisi, d'un t-shirt à manches courtes, censé cacher nos corsets de papier si bien décrits par Lucette Barrette. Alors, c'est pas que nous, bénévoles, sommes constitués de chair et de fer, comme le souligne d'ailleurs Charlotte Puiseux, mais dans la vraie vie, si bien décrite par Adeline de Dionnet, dans la vraie vie de ce froid hivernal, il suffit de 2 secondes d'air qui brûle, merci Fatou Diomé, pour voir nos corps noirs de froid se décomposer et devenir des paillettes sur le compost. Ce n'est ni Christelle Bakima-Punza, ni Clémentine Beauvais, ni Myriam Baafou qui vont me dire le contraire. Et d'ailleurs, j'en profite pour souligner que toute référence à des ouvrages provenant du site des Missives n'est pas fortuite. Alors, autre précision à caractère idéologique. Lorsque j'évoque le PDG, j'évoque bien le président directeur général et non un parti politique du même acronyme, un parti de gauche pour les plus anciens et anciennes, puisqu'on pourrait en effet penser que cette chronique, qui sera la plus courte de l'histoire d'Associativement Vôtre, les femmes qui lisent sont dangereuses, ça revêtrait une certaine forme idéologique teintée de féminisme ou une certaine forme de progressisme subversif. Mais là, je vous le dis tout de suite, telle n'est pas du tout mon intention. Parce que déjà, ce ne sont pas que les femmes qui lisent qui peuvent mettre en péril l'idéologie de la Startup Nation qui prône le tout numérique. C'est l'économie même du livre. Alors, en 2021, le chiffre d'affaires des éditeurs était de plus de 3 milliards d'euros, ce qui va représenter la vente de 486 millions d'exemplaires. Alors de ce fait, le secteur du livre caracole avec celui du secteur du jeu vidéo qui engrange lui entre 4 et 5 milliards de chiffre d'affaires par an et donc ils flirtent tous les deux dans les premières places des industries culturelles françaises en dépassant même le secteur de la musique et du cinéma qui pèsent respectivement 1 et 2 milliards d'euros. Alors petite précision, les sources
que je viens de citer ne proviennent pas du site du ministère de la Culture qui, depuis une semaine déjà, et c'est véridique, affiche page en travaux sur l'onglet dédié habituellement au marché du livre. Alors peut-être avons-nous affaire à une belle grève de femmes, je voulais dire une belle grève de data, je vous prie de m'excuser, et je vous conseille au passage la lecture de l'ouvrage d'Anne Crignon. Alors je me demandais si nous n'avions pas affaire à une belle grève des data depuis la nomination d'une nouvelle ministre déjà mise en... vous voyez ce que je veux dire, quoi. Bref. Donc sommes-nous en train d'assister à un conflit entre le nouveau monde de la Startup Nation tout numérique fait de data et un monde plus ancien et solidement constitué de papier. D'après mes sources qui proviennent du syndicat national de l'édition, le SNE, l'économie des livres numériques n'est pas si florissante que celle du papier, puisque la vente des ouvrages numériques ne représente que 285 millions d'euros sur les milliards générés. Alors, si je reviens à cette chronique courte, vous savez, les femmes qui lisent sont dangereuses. Je peux aussi me demander si elles ne sont pas plus dangereuses quand elles lisent des livres issus de l'économie du don représentée ce soir par Booklib. Parce que d'après un rapport de l'Agence du don et de l'Institut national de l'économie circulaire qui se basent sur une étude du Crédoc de 2020, les produits culturels dont les livres font partie, sont la part la plus importante des invendus de société. En fait, ça représente, donc les produits culturels au sens large et les livres en particulier, représentent 8,9% de produits invendus, quand le deuxième secteur, celui des vêtements et des chaussures, représente 4,5% de tous les invendus. Alors, on peut se demander, que deviennent tous ces livres invendus ? Eh bien, alors là, vraiment, je vous recommande un rapport du WWF de 2019 intitulé « Vers une économie plus circulaire du livre », qui nous apprend que c'est environ 25% de la production des livres qui est pilonnée ou stockée chaque année, ce qui représente 130 millions d'exemplaires en 2019. Mais ce rapport explique aussi que les livres bénéficient d'un statut particulier défendu par le SNE qui entretient un statut un peu flou autour de la nature recyclable de l'objet livre. Alors déjà, c'est vrai que pour beaucoup d'entre nous, on a du mal à mettre un livre à la poubelle, mais si vous prenez un livre, vous constaterez qu'il n'y a pas le petit logo recyclable. Alors, finalement, avec tous ces livres invendus non détruits qui circulent de plus en plus, n'allons-nous pas nous transformer en société de papier qui avalerait cette société du tout numérique ? Alors moi, j'avoue que cette vision optimiste d'une nouvelle société à venir me met en joie, et je vais donc finir ma chronique en demandant tout d'abord à Franck et David s'ils ne craignent pas de recevoir des femmes qui lisent. Et puis un petit message à Franck pour lui dire que nous aussi on veut bien des suites, parce que déjà on lit mieux le logo de la radio, et si j'ai tendance à dépasser mes chroniques, et c'est scientifiquement prouvé, c'est parce que le froid engourdit ma diction. Et pour conclure, vraiment ça n'a rien à voir, mais je ne peux m'empêcher de revenir à Laura Adler qui affirme, donc sans une petite pointe de provocation issue du 19e, lire donne aux femmes des idées, sacrilège, comment obturer le flot de jouissance que procure alors chez les femmes la lecture. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite de très belles lectures pour cette nouvelle année. Eh bien, merci Caroline pour cette excellente chronique. Eh bien non, nous n'avons pas, en tout cas pour ma part, David non plus. Voilà, nous n'avons pas peur des femmes qui lisent, et j'ai moi-même 2 filles qui lisent beaucoup, et beaucoup plus que moi d'ailleurs. Donc en tout cas, cette belle chronique chiffrée va nous permettre en tout cas de commencer convenablement notre première partie d'échange avec Missive et Booklib. Donc Lucie et Anne, déjà merci d'être à nos côtés. Et alors dans cette société du tout numérique, pourquoi continuer à promouvoir et diffuser des livres papier pour vous ? Alors d'abord, moi je dirais que parce que le livre papier, il y a beaucoup de gens en fait qui préfèrent la sensualité du livre plutôt que la liseuse. Ensuite, parce que c'est des objets de transmission. C'est amusant que vous en parliez. Moi, j'ai reçu pas plus tard que ce matin un colis de ma mère avec tous ces ouvrages de Colette. Voilà. Donc ça se transmet, les livres, ça raconte pas qu'une histoire, c'est pas seulement un dialogue entre les autrices et les auteurs éventuellement, pour ceux qui en lisent encore, et les lecteurs, mais c'est aussi un dialogue entre les différents lecteurs. Et je voudrais ajouter que je suis allée chercher un Booklib au Méliès la semaine dernière. J'ai choisi Régine Desforges, il était là, c'est formidable, c'est pas un de ses livres érotiques, c'est Les Enfants de Blanche. Et à l'intérieur, il y a écrit août 85, d'homme au bic. Et alors ça, pour moi, c'est une machine à fantasmes formidable. D'août 85, j'avais 3 ans, j'étais probablement dans le jardin de mes parents avec mes grands frères, avec mon grand frère, mon petit frère, maintenant il n'était pas encore né. J'allais rentrer à la maternelle, donc c'est extraordinaire comment quelqu'un qui a écrit dans un livre il y a des années
et ça se transmet encore. Donc ça, je trouve que c'est hyper précieux. Et pour Booklib, voilà, c'est aussi ça qu'on transmet. C'est pas seulement les histoires écrites par les auteurs, c'est aussi les histoires des lecteurs finalement. Mais pour rebondir à ce que tu dis là, nous, depuis 13 ans qu'on existe, évidemment, on a des milliers et des milliers et des milliers de livres qui nous passent entre les mains. C'est toujours un peu compliqué parce qu'on a toujours envie d'en lire et d'arrêter, enfin bon, bref. Et on trouve très régulièrement des choses qui sont mises dans les livres, entre les pages, comme marque-pages. Et on a commencé à les collecter. Donc on a fait des livres, enfin des lutrins à disposition sur les stands. Et ce qui est toujours marrant, c'est de voir qu'est-ce qui est mis dans le livre par rapport au livre. Donc vous avez fait une collection. Oui, on appelle ça la trace du lecteur. D'ailleurs, il y a un sympathisant qui nous a écrit un texte qui s'appelle la trace du lecteur. Et il y a des choses mais incroyables. Tu vois, par exemple, il y a une tortue de mémoire comme ça. Il y a des cartes postales, il y a des photos d'enfance, des photos d'identité d'enfants. Il y a des étiquettes de soutien-gorge. Enfin, c'est du délire, quoi. On a même trouvé des tickets restaurants, malheureusement en francs, qui datent 35 ans. Et tout ça, c'est hyper émouvant parce qu'en fait, le livre qui circule, enfin là on va sur Booklib, mais il a une histoire. C'est pas un livre vierge. C'est un livre qui a été lu, aimé, annoté, etc. Moi, j'aime bien les livres annotés aussi. On a des lettres d'amour, on a des choses incroyables. Et il y a des dédicaces aussi d'auteurs, des auteurs. Alors quelquefois, on enlève ça parce que un peu compliqué. Pourquoi bon, bref. Et en tout cas, ce côté, effectivement, de la trace de la personne, il a une histoire, le livre. Il n'est pas vierge dans une... Enfin, il a été vierge à un moment donné, mais il a une histoire. Voilà, quand il y a des photos d'enfants, c'est incroyable. Histoire, quoi. Puis bon, là, il faudrait peut-être un cycle 3 heures par jour pour qu'on vous explique tout, mais il y a des choses incroyables qui se passent. Booklib, c'est incroyable. Et ça se passe à Montreuil. Centre du monde. Alors, bon, tu l'as dit un petit peu, Anne, tout à l'heure. Deuxième question, c'est depuis quand existe votre association et pourquoi a-t-elle été créée? Lucie, l'émissive, pourquoi? Alors, l'émissive, ça existe comme site internet depuis 2018. Ça a été créé par Camille Abeck, qui est une journaliste parisienne. Et à partir de 2021, Marie Rondoux et moi, on s'est greffés à l'aventure et on a proposé de se constituer en association. Donc l'association existe depuis 2021. Le site internet avec les chroniques missives qui sont diffusées existe depuis 2018. D'accord. Donc ça fait déjà 5 ans, quoi. Ça fait déjà 5 ans. On en est à autour de 400 chroniques qui ont été publiées sur le site internet. Et surtout, ce qu'on a ajouté à partir du moment où on s'est constitué en association, ça a été les rencontres physiques, les rencontres en librairie et ailleurs. Puisque ça, c'était vraiment une volonté de notre part, c'était de ne pas rester seulement sur du virtuel, mais que cette communication entre lecteurs, auteurs, lectrices, autrices, éditrices, etc., se prolonge dans la vraie vie, lors des rencontres en librairie, et puis que ce soit charnel aussi, quoi. On se rencontre, on se parle, et il se passe des choses. Le livre, ça permet aussi des rencontres. Anne, Booklib, alors, ça existe depuis combien de temps? Depuis 2011, 2 avril 2011. Et c'est pas du tout parti d'une idée de livre. C'est parti d'une idée de gratuité. Parce qu'on était un groupe qui organisions régulièrement des zones de gratuité. Alors c'est hyper sympa les zones de gratuité, tout le monde s'amuse et tout. Et puis le lendemain, on prend son métro, on va bosser et rien ne change, quoi. Et ça nous plaisait pas. On cherchait quelque chose. On a cherché des idées, un support, et au bout d'un moment, on a pensé au livre, parce que le livre, c'est un objet, c'est un contenu, et tout le monde ça peut intéresser tout le monde ou pas, mais c'est quelque chose où il y a un contenu et un contenant. Et on est parti là-dessus. On a fait une petite équipe de personnes qui aiment les livres, et c'est démarré comme ça, quoi. On pensait pas que ça allait prendre cette ampleur au départ. Et justement, si Booklib veut faire circuler des livres, quel est l'objectif de Missive, en fait, dans sa création? Alors, l'objectif de Missive, c'est de partager des lectures, de donner matière à réflexion. On ne chronique que des livres qui ont été des coups de cœur, on chronique que ce qu'on a aimé. Donc il y a vraiment l'idée de la transmission, des conseils de lecture, partager avec le plus grand nombre. Et puis il y a l'idée, évidemment, c'est un site de littérature féministe, donc il s'agit de mettre à disposition toutes ces ressources pour aussi visibiliser des autrices qui sont peu invitées ou dont on parle peu dans les médias traditionnels.
Donc les faire exister, et puis voilà, donner des envies en fait de lecture, et puis toute une réflexion, parce que évidemment c'est très militant tout ça. Et donc par rapport à vos activités, qu'est-ce que vous organisez exactement comme activité? Booklib, alors il y a des activités parallèles que tu fais aussi, Anne. Oui. Beaucoup, oui. En fait, Booklib, on a deux choses deux objets de l'association. Il y a évidemment la libre circulation des livres dans Montreuil, mais également, on a réfléchi un peu pendant le confinement comment on pouvait continuer dans cette période un peu compliquée où on a complètement arrêté les livres par rapport à tout ce qu'on disait. C'était un peu compliqué, donc on a préféré arrêter. Et on a réfléchi et on a développé ensuite, on a changé un peu les statuts pour développer l'accès à la lecture. Et on a un partenariat avec Est Ensemble Habitat qui est très important. Et on fait beaucoup de choses avec toutes les associations, on va dire, sur le terrain culturel à Montreuil depuis des années. Et on a aussi développé des actions dans les centres sociaux ou dans d'autres. Et l'idée, c'est de faire des choses autour du livre, de la lecture, des jeux, des choses à l'arrache sur le terrain, avec notre petit reporter et tout, pour que surtout les enfants ne nous associent pas à l'école. Ça marche super bien. Que ça soit un peu différent. Voilà, on fait des jeux, on fait gagner des trucs, on leur dit vous écrivez, on s'en fiche de l'orthographe. On se prend pas la tête là-dessus, mais en fait, il y a des très belles histoires aussi, mais on fait ces activités-là sur le terrain, en plus de nos activités, je dirais, habituelles depuis des années, savoir collecter les livres, les nettoyer, les trier, les mettre un peu dans tout Montreuil avec des lieux partenaires ou juste le boulanger, ça on va en parler un petit peu après, comment ça fonctionne un peu Booklib. Pour Missive, donc vos lectures avec les autrices, vous les faites dans des lieux, donc des lieux différents d'après ce que j'ai compris. Oui. Et comment vous choisissez ces lieux? Alors ces lieux, ils se font beaucoup par affinité politique, je dirais. On est quand même, on est soutenu depuis le début par la librairie Libertalia, libraire éditeur de Montreuil, avec qui on a beaucoup de points communs. Et c'est vrai qu'ils ont été un soutien, ils sont toujours un soutien extraordinaire pour nous. Ensuite, on a à cœur en fait de toucher des publics différents, parce que c'est formidable d'être dans des endroits qui sont très militants. Mais l'idée, c'est aussi d'aller vers d'autres publics. Donc la bibliothèque de Montreuil, par exemple, la Maison des Femmes. On va au Festival des Murs à Pêche. On a aussi fait des rencontres dans d'autres librairies à Paris, à Vincennes. Nouvelle librairie à la Marge aussi, à Montreuil, qui a ouvert récemment. Donc c'est vrai qu'on essaye de varier les lieux. On a fait des choses à la Herrie aussi. On a un projet, on a une rencontre qui va se faire au Centre Tigneuse d'art contemporain. Donc c'est très local. Et en même temps, l'idée c'est de toucher un public aussi large que possible. Ça fait pas mal de lieux tout ça. Oui. C'est bien. Et comment vous organisez justement vos agendas respectifs dans les deux associations? Comment vous fonctionnez? Est-ce que c'est sous forme de collectif? Comment vous impulsez un petit peu les demandes, les envies? Comment vous gérez? Alors pour nous, c'est sous forme de collectif, effectivement. Au départ, on n'était pas très nombreuses, hein. Et puis de plus en plus, c'est vrai que... Alors nous, c'est un site qui est collaboratif quand même, hein. Les chroniques littéraires, il y a une 50aine de chroniqueuses. Alors avec des gens qui écrivent une fois par an, d'autres qui écrivent beaucoup plus souvent, mais il y a quand même, au départ, vraiment c'est un site collaboratif. Tout le monde est bénévole, bien sûr, hein, on est dans une asso. Mais ensuite, on a quand même un peu un conseil d'administration qui est un peu plus réduit, mais qui est quand même autour de 10 personnes. Donc on fait des AG régulièrement. On discute beaucoup et puis on apprend, c'est l'école de la vie, l'association, parce que parfois c'est lent, parfois on aimerait prendre les décisions tout seul, parce que c'est plus simple, parce que ça va plus vite, parce que du coup il n'y a pas d'opposition, mais il faut discuter longuement, se mettre d'accord, mais c'est ça qui est absolument formidable en fait, c'est qu'il y a aussi des grandes solidarités qui se créent, des grands moments de complicité et c'est une très très belle aventure collective. À Booklib, on fonctionne collectivement. On a un conseil, une réunion par mois avec
je dirais les bénévoles les plus actifs. C'est ouvert à tous les adhérents d'ailleurs. Hein. Chacun peut assister et on a les décisions se font collectivement lors de ces conseils mensuels. Donc, je vous invite à adhérer, de réintégrer le. Enfin, c'est vraiment. Il y a un bureau, il y a un CA comme dans tout asso, mais on a essayé de caler le fonctionnement par rapport au système aussi collaboratif, c'est-à-dire que Booklib, c'est les gens qui donnent, les gens qui lisent, les gens qui empruntent, les gens qui posent, les gens qui parlent de Booklib. Enfin, tout le monde est investi dedans. Donc, des décisions qui seraient prises par 2 personnes, ça, voilà. Au début, c'était pas tout à fait comme ça, et puis peu à peu, on a essayé de faire ça, et du coup, les bénévoles qui portent l'association, ils échangent entre eux sur des choses, sur le vécu, sur les nouvelles idées, sur les nouveaux partenariats. Tiens, on a fait ci, on a rencontré ça. Et en fait, c'est ça qui est hyper intéressant. En fait, on s'éclate, quoi. Et alors, comment ça se passe? Parce que je prends le livre de Lucie, de Régine Desforges, dont elle nous a parlé tout à l'heure. Donc, il y a Booklib dessus, il y a un autocollant. Comment ça se passe? Parce que vous recevez les livres, ils ont plus ou moins un certain état. Comment ça se passe? Il y a combien de gens qui participent à faire ça? C'est un travail énorme. Alors, on a une permanence, plus des points où les gens, par exemple, au Méliès, peuvent déposer des livres, et les bénévoles viennent et les traitent. Donc, on a une permanence hebdomadaire depuis 12 ans maintenant, à la maison ouverte tous les samedis matins. Les gens apportent leurs livres, avec des caddies, des sacs à dos, des voitures, enfin bon, ils apportent leurs livres, on les réceptionne, on les trie. Il y en a qu'on ne prend pas, c'est l'État. L'État est quelquefois, mais c'est même pas imaginable. Et après, il y a des livres qu'on ne prend pas, les livres de cuisine et tout. Et en fait, on s'est aperçu d'une chose, c'est que personne n'arrive à acheter ces livres. Donc, même quand ils sont en mauvais état. Non, on n'y arrive pas. Et quand on leur dit, qu'est-ce qu'il est qu'on en fasse? Ah, mais oui, mais il est bien. Oui, il est bien, mais en fait, nous, on est obligé de jeter. Hein. Ça a mis très très longtemps. On n'y a pas, mais on est obligé parce que c'est pas possible. Alors quelquefois, on recycle un peu les livres, mais bon. Après, on les nettoie, on les désinfecte avec de l'alcool, on met le sticker et ensuite ils vivent leur vie. On va dire que actuellement, il y a une quinzaine de bénévoles actifs, plus des gens qui filent des coups de main comme ça, mais là, on a des stands, des choses comme ça, donc on fait un appel à bénévoles pour tenir les stands, on fait un appel à bénévoles pour fabriquer les carnets cousus qui servent à financer l'assaut. Voilà, et après, il y a des appels, mais au quotidien, ceux qui tiennent les permanences, qui gèrent le Méliès, parce qu'il y a toute une équipe qui gère le Méliès, d'autres qui gèrent le centre social, les CFM où on est investi aussi. Donc, après, il y a des groupes, mais globalement, il y a une quinzaine. Combien de sites Booklib sur Montreuil? De sites, c'est-à-dire des endroits partenaires. D'endroits de dépôt, ouais. Alors, il y a des points réels, enfin, où il y a une étagère Booklib ou un lieu Booklib. Alors, je dirais, il y en a peut-être une 10-15. C'est-à-dire, le Méliès, c'est le plus important, pardon. C'est le plus important, donc ça, c'est énorme, le Méliès. C'est un gros partenariat qui existe. Il y a combien de livres sur le Méliès? Alors, le Méliès, ça a été une grande histoire, ça, le Méliès. Quand j'ai rencontré Stéphane Goudet, avant que le cinéma ait déménagé, il m'a dit, est-ce que c'est possible 1000? Je dis, oui, c'est possible 1000. Bon, on arrive avec Christiane, sa voiture blindée et tout, on remet les livres dans le... On se recule et on se dit, là, il y a un problème. Il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Je dis, attends, on va les compter. Ok, on a compté les livres, il y en avait 600. C'était vide. Donc, la bibliothèque n'est pas du tout... Si elle était pleine, je dirais qu'il y a au moins 2000 livres. C'est impossible. Donc, en fait, on a fait autrement, mais on va dire que au Méliès, il y a à peu près, en général, 400 livres, 500 livres. Mais on ne se rend pas compte, quoi. C'est énorme. Et ça fonctionne vraiment très... Enfin, quand on voit les gens qui vont au cinéma ou les jeunes qui viennent étudier aussi, il y a beaucoup de jeunes qui sont devant la bibliothèque. Je sais pas, à 10h du soir, on sort d'un film, on va et on repart avec un livre, quoi. C'est incroyable, quoi. J'imagine. Donc, on arrive à la fin de notre première partie et on va passer à la première pause musicale qui a été choisie par Missive. Et cette pause musicale, c'est Croque Croque la pomme
de Nancy Holloway. Donc Lucie, là, pour Missive, comment vous avez choisi ce titre ? Comment ça s'est passé au sein de Missive pour choisir ce titre et pourquoi ? Alors ça s'est passé collectivement, bien sûr. Donc il y a eu un appel, c'est-à-dire quand tu m'as envoyé le message me demandant demandant un extrait musical, j'ai lancé une conversation qui évidemment a fait exploser mes notifications WhatsApp. Donc voilà, il y a eu plein de propositions, ça s'est terminé par un vote et on a fini par... Mais j'avais resserré la consigne, puisque il se trouve qu'on voulait quand même que ce soit en lien avec notre grosse actu du mois de février, le 9 février à la Maison des Femmes. On va faire une grosse soirée qui s'appelle Toutes à table, enfin qu'on a intitulé Toutes à table, où on invite 3 autrices autour de l'alimentation. Donc Nora Boisouni, qui a écrit Manger les riches, Lorraine Malka sur ça s'appelle Mangeuse, sur les femmes qui savourent, qui mangent ou qui se privent à l'excès, et Teresa Moya qui a publié un livre de recettes véganes. Donc on a 3 aspects, ça va être une soirée passionnante et ça va être surtout suivi d'un grand banquet festif. Et comme on a les clés de la Maison des Femmes jusqu'au bout de la nuit, on va probablement danser aussi. Et c'est vrai qu'on a choisi cette chanson parce qu'elle est joyeuse. On avait reçu l'année dernière Kiemis, qui est une autrice qui avait qui nous avait beaucoup parlé. C'était à la Maison des Femmes aussi et qui avait vraiment montré que la joie, c'était absolument essentiel. On est dans des temps de désespérance totale où si on regarde le monde tel qu'il est, c'est vraiment effroyable à observer et on peut pas renoncer à la joie. Et c'est vrai que les associations et la littérature féministe, pour nous, c'est un rempart contre la mélancolie. Donc voilà, c'est une chanson qui est joyeuse. Eh ben très bien, donc c'est Croque Croque la pomme de Nancy Holloway, donc qui nous invite à croquer la pomme et à danser. Radio Ems, l'essentiel de la musique. Croque la pomme, yeah, croque la, well, croque la pomme, croque la, et tu sauras, j'ai vu danser une pomme dans les doigts d'un pommier. Pour décrocher la pomme, je me suis élancée. Quand j'ai saisi la pomme, toi tu m'as regardé. Un oiseau s'est mis à chanter. Croque la pomme, croque la, yeah, croque la pomme, croque la, et tu sauras, je caressais la pomme quand tu t'es approché, roulant de cette pomme, tu me l'as demandé, je t'ai donné la pomme pour le prix d'un baiser, et la pomme s'est mise à chanter. Croque la pomme, yeah, croque la, well, croque la pomme, croque la, et tu sauras. Au milieu de la pomme, il y avait son cœur. Dans le cœur de la pomme, l'amour nous attendait. Et l'amour nous dit de chanter. Croque, 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 croque la pomme. Croque, 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 croque la. Croque, 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 croque la pomme. Croque la, et tu sauras que celui qui n'aime pas ça, croque des noix. Yeah! Alors, c'était donc notre première pause musicale avec Croque Croque la pomme de Nancy Holloway, donc je choisis par Missive. On passe à notre second échange avec Lucie Giovannetti de Missive et Anne Dunoyer de Booklib. Alors mesdames, maintenant d'un point de vue des bénévoles de votre association, qu'est-ce que vous pensez que les bénévoles viennent chercher dans les associations que vous représentez? Est-ce que vous voyez des formes de bénévoles, des bénévoles pour Missive type ou
Ce sont quand même essentiellement, un groupe de copines, hein, il faut être clair. Nous, on a vraiment rassemblé autour de nous un peu notre crew, notre équipe, rapprochée. Mais après, qu'est-ce qu'elles trouvent ? Faudrait leur poser la question. J'aime pas trop parler à la place des copines, mais et vous peut-être. Alors, ce que moi je trouve, déjà, je trouve que c'est une école de la vie vraiment, parce qu'on apprend plein de choses dans la discussion les unes avec les autres, dans les compromis qu'on doit faire, dans les échanges qui sont toujours fructueux. Et puis on apprend à faire énormément de choses aussi, que ce soit tenir la trésorerie par exemple, ou plein d'autres choses. L'organisation des rencontres, toute la logistique aussi, ça a été des choses sur lesquelles on n'était pas forcément formés. Puis il a fallu apprendre sur le tas. Et ensuite, ce sont toutes ces rencontres aussi, elles sont très très riches, ça nous porte, ça nous stimule intellectuellement, et puis c'est joyeux, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que vraiment les rencontres, elles se prolongent, on n'est pas sur des rencontres classiques de librairie où une fois qu'on a terminé, l'auteur dédicace et tout le monde rentre chez soi. C'est vrai que ça se prolonge en général, on mange, on rit, on discute, et c'est souvent là qu'il se passe des choses les plus intéressantes. Il y a plein de... récemment, Marie avait pensé à une nouvelle catégorie missive qui serait missive impulse. Il y a plein de choses qui se passent après les rencontres, des personnes qui se disent tiens, on travaille sur un sujet qui est commun, on pourrait faire quelque chose ensemble. Il y a des partenariats qui se créent, il y a des amitiés qui se nouent, et ça c'est vraiment la grande richesse en fait. Et pour Booklib alors, les bénévoles de Booklib, alors il y en a beaucoup déjà depuis 13 ans. Ah oui, il y a eu énormément de gens qui sont passés pour différentes très différemment. Donc nous on a besoin de bénévoles, pourquoi ? Pour réceptionner, nettoyer, mettre l'étiquette et ventiler. Ça, c'est vraiment, si ça, c'est pas fait, il peut pas y avoir de livre qui circule. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le samedi matin. Voilà, tous les samedis matins à la maison ouverte. On peut dire que c'est ingrat, mais en fait, c'est comme c'est fait collectivement. C'est aussi quand on fait la vaisselle avec des potes à la fin des soirées, on discute. Là, c'est un peu ça. Donc, il y a toujours des gens qui viennent nous rencontrer. C'est le samedi matin. Et les bénévoles sont là. Et là, il y a des échanges. Ce que tu disais, c'est vrai. Moi, je trouve que depuis que je suis à Booklib depuis 13 ans, donc je suis une des plus anciennes. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est les rencontres. C'est discuter. Bon, moi, je discute beaucoup, c'est vrai, je parle beaucoup, mais bon, j'adore aller dans une boulangerie et savoir ce que la vendeuse lit. Voilà, je sais qu'à telle boulangerie, j'amène des polars, à tel truc. Et le livre, quand on commence à discuter, on rentre dans l'intimité des gens. C'est incroyable. Et moi, j'adore ça. J'adore parce que du coup, le livre, il véhicule quelque chose, mais la personne, elle est attachée aux choses. Le livre... on s'aperçoit, même les gens qui lisent pas, il y a un respect sur le livre. Et en même temps, nous, on casse. On veut pas que ce soit respecté. Un livre, c'est le livre en soi-même, on s'en fiche. C'est le contenu. Et en fait, c'est un peu entre les deux. Les gens, ils respectent l'objet. C'est le contenu et son histoire autour. Et oui, nous, on met une étiquette, on le met dans une pharmacie, on le met au commissariat. Au commissariat, une belle boîte Booklib, ce qui peut toujours aider quelquefois. Mais ça, on le désacralise, le livre. Et c'est un peu bizarre parce qu'en même temps, c'est sacré, mais ça l'est pas. Et c'est entre les deux, en fait. Alors, en fait, pour Booklib, il y a une fétichisation de l'objet livre, et pour Missive, il y a une fétichisation des... Non, l'expression est malvenue, mais il y a une idolâtrie des écrivaines féministes, des écrivaines... Une idolâtrie, jamais. Il faut jamais idolâtrer personne. Mais en revanche, oui, on a un peu nos... étant donné qu'on est quand même nombreuses à chroniquer, il y a une grande diversité sur le site. C'est ça, tout à l'heure dans ta chronique, tu citais quand même pas mal d'autrices. C'est vrai que voilà, on va avoir celles qui vont chroniquer que de la science-fiction parce que c'est leur truc, celles qui vont davantage chroniquer de la théorie féministe pure et dure, vraiment des essais récents, celles qui vont être plus dans les anciennes, quoi, les grands classiques, les Virginia Woolf, etc. Celles qui sont sur la poésie, voilà. Et d'ailleurs, on cherche toujours des nouvelles contributrices qui veulent écrire, qui veulent chroniquer leur
coup de cœur. On a une grosse lacune en théâtre, par exemple. Il y a très peu de textes de théâtre qui sont chroniqués. C'est pas évident. Donc voilà, s'il y a des personnes qui sont spécialistes de théâtre, qui aiment, ou pas spécialistes en fait d'ailleurs, mais qui juste aiment lire du théâtre, ce qui est pas toujours le cas, ben voilà, on est tout à fait ouverte à ce qu'elles viennent. Et aussi pour ponctuellement organiser les soirées. Il y a vraiment plein de choses à faire au sein de l'association. Alors, est-ce qu'on fétichise les livres ? Non, je crois pas. Bon, après, on n'en jette pas. Hein. Honnêtement, on est comme les gens de Bouclibre, on jette jamais les livres. Quelle est la catégorie de livres où il y a le plus de chroniques ? Je dirais que sur les essais quand même clairement identifiés féministes c'est un média qui est féministe, donc c'est que ça reste la catégorie qui est la plus représentée, je pense, sur le site. Après, on n'a pas fait de statistiques. Moi, je chronique autant plus de la poésie, du roman, mais non, cela dit, c'est assez varié quand même. Mais les essais féministes, oui, bien évidemment, on a reçu récemment Camille Froide-Vaumétrie. On est quand même sur une ligne qui est assez claire, quoi. Du coup, vous avez, il y a pas un bénévole, il y a pas une figure type du bénévole féministe. Et vous avez des adhérents et des bénévoles masculins ? Alors, on a 2 chroniqueurs hommes sur les 50 de missives qui ont écrit une chronique chacun. Sous la contrainte, je crois. Non, mais non. Bah après, il y a beaucoup de garçons qui fréquentent nos soirées. Ils ont l'air de s'y plaire. Maintenant, non, l'équipe Missive, c'est une équipe qui est à 100% féminine. D'accord. Et à Bouclibre, les bénévoles, il faut quand même dire une chose, c'est que globalement, le milieu associatif enfin, les bénévoles associatifs sont en général féminins. Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, déjà. Ensuite, nous, on a quand même quasiment, on va dire, 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers dans les bénévoles. 2 tiers de filles et 1 tiers d'hommes. Enfin, c'est vraiment comme ça. Et en termes d'âge, c'est diversifié aussi ? Alors, on manque quand même beaucoup de jeunes. C'est ce qui pose le problème que ça pose, c'est la manipulation. Il faut quand même aller dans les quartiers, il faut porter. Donc effectivement, on aimerait bien avoir un peu plus de jeunes, mais en même temps, les bénévoles sont là, c'est ceux qui aiment les livres, ceux qui ont du temps. Il faut avoir du temps aussi. C'est aussi ça. Donc on va dire que, c'est un peu compliqué, mais on va dire, il n'y en a pas beaucoup qui ont en dessous de 40 ans, on va dire que ça. Alors vos associations, elles ont des activités, donc il y a toujours un besoin de financement, d'argent, c'est le nerf de la guerre pour toutes les associations. Comment ça se passe financièrement pour chacune de vos associations, au niveau des cotisations, dons, subventions et au-delà, Lucie ? Alors nous, on est très nuls en cotisation, c'est-à-dire que la première année, on avait tenu les comptes, puis après, on n'y arrivait plus. Voilà, on a été vraiment mauvaise. Personne ne sait faire un tableau Excel dans cette bande-là. Donc, on a un peu abandonné les cotisations. On n'a aucune subvention, aucune pour l'instant. Ça va être la 3e fois qu'on demande à la mairie de Montreuil d'avoir au moins le fait associatif. On l'a toujours pas eu. On a bon espoir de l'avoir cette année. On a une de nos missives qui se lance là sur les dossiers de demande de sub, donc on a bon espoir que ça finisse par payer. Du coup, on a une très très grande liberté, on fait absolument ce qu'on veut. Et l'année dernière, c'est vrai qu'on a lancé un financement participatif, on a créé un jeu, la Scopa des Amazones, pour laquelle on était déjà venu à Radio Ems. Et du coup, ça a été un financement participatif qui a été vraiment très réussi. On avait imprimé 250 jeux de Scopa. On les a tous vendus, on n'en a plus aucun. Et du coup, ça a mis pas mal d'argent dans les caisses, quoi. Et pour l'instant, on ne fonctionne que comme ça. Mais évidemment, c'est pas pérenne, c'est-à-dire qu'on sait qu'il va falloir faire de nouveaux projets où on pense à relancer, rééditer la Scopa, mais c'est énormément de travail, ça a été énormément d'énergie. Nous, on n'est pas du tout de retraités. Pour le coup, on est vraiment sur un profil de bénévole entre 29, pas 30, sinon je vais me faire disputer, 29, 45 ans. Donc on est toutes actives. Une partie d'entre nous a une vie de famille, donc on a des emplois du temps qui sont quand même extrêmement chargés. On multiplie pas le pain, mais les heures en tout cas. Et du coup, c'est vrai qu'on sait qu'il va falloir qu'on ait des subventions à un moment. Sinon, ça va être difficile à gérer.
Booklib, comment ça se passe, le financement ? Alors, déjà au départ, l'important c'était l'indépendance. Donc, aucune demande de subvention. C'est-à-dire de se débrouiller tout seul. Donc, il y a un avantage, c'est que surtout à Montreuil, où il y a quand même une espèce de guerre civile entre les rouges et les verts, enfin, pour être simple, schématisé en 2011, c'était quand même beaucoup plus pratique de pouvoir en fait faire ce qu'on veut, quoi. Et donc on a démarré comme ça. Donc il y a eu des adhésions, des choses comme ça, mais le problème c'est le sticker, quoi. Il y a quand même le gros budget par an, c'est l'autocollant. Donc il faut quand même de l'argent pour payer ça. Donc les adhésions, après il y a des gens qui font des dons, etc. Bon, on se débrouille comme ça. On n'a pas de salariés, on n'a pas de locaux, on n'avait rien, quoi. Donc ça a démarré comme ça, et ensuite on a fait une rencontre avec à l'époque l'OPHM, qui est maintenant Est Ensemble Habitat, qui nous a proposé de nous soutenir. Un partenariat, c'est pas une subvention, c'est un partenariat. Et donc, on a un local, on a un certain nombre d'animations et on ventile les livres dans les réseaux PHM, dans les agences, etc. Donc ça c'est bien aussi. Voilà. Donc grâce à ça, on a pu développer un peu plus l'animation. Et on a au moins se dire que les stickers sont pris en charge par ça. Mais ça veut dire que nous, on a énormément d'heures qu'on passe à faire des choses, quoi. Et puis bon, on a quand même un gros budget scotch. C'est quand même, on lance un appel si on peut avoir en rouleau ou en bouteille. Officiellement en rouleau. C'est le gros poste. Bah oui, quand vous réparez un petit peu les. Non, c'est vrai que bon, on fait beaucoup de supports. On fabrique on vend des carnets, des marque-pages qu'on fabrique. Mais c'est vrai que la dépendance politique est quand même importante sur Montreuil, et donc. Je peux me permettre ? Parce qu'on est filmé. Moi, justement, je me suis toujours demandé pourquoi ce sticker. Enfin, je comprends qu'il est identifié Booklib, mais à la différence des boîtes à livres qu'on trouve dans toutes les autres villes, d'ailleurs, il n'y en a pas à Montreuil. Alors, pourquoi vouloir identifier Booklib spécifiquement ? Ça garantit quoi, en fait ? Ça garantit un statut. C'est-à-dire, ce livre-là, c'est quelqu'un qui l'a donné pour qu'il circule. Déjà, c'est une librairie, une bibliothèque libre, autogérée. Évidemment, il y a des gens qui gardent, ça on le sait. Moi, je dois en avoir 2-3 dans ma bibliothèque. Et voilà. C'est important parce que ce livre-là, c'est fait pour circuler à Montreuil. Il y a des quartiers, il y a des populations, il y a des âges de personnes qui sont là, qui se connaissent ou qui se connaissent pas, et c'est pour ça qu'il y a l'identification. Non seulement il y a le logo qui a été dessiné par Barbara, une amie à nous, Barbara Kreut, qui identifie, on s'est dit, ça, même pour quelqu'un qui ne sait pas lire, il comprend qu'il y a la main tendue et le livre, et il y a tout le mode d'emploi. Qu'est-ce que c'est que Booklib ? La permanence et le site. Dire que le livre, on n'a pas besoin d'être à côté pour... le livre doit parler tout seul. Une boîte à livres, il peut y avoir n'importe quoi dedans. Les livres en mauvais état, des livres franchement bof. Là, je dis pas que c'est estampillé qualité Booklib, c'est-à-dire que le livre est en bon état, que le contenu, a priori, il est pas pourri. C'est pas qu'il est bon ou pas bon, mais il y en a vraiment, c'est pas possible. Le contenu. On entend bien. Et voilà, donc c'est pour ça qu'il y a un sticker. Et j'ai envie de juste demander, et comment Missive apparaît dans les rues de Montreuil, alors par des recommandations, juste par le site internet ou... Alors le site internet, les réseaux sociaux, effectivement, on communique beaucoup sur les réseaux. Après, à chaque fois qu'on a une soirée, on a un petit atelier collage d'affiches dans Montreuil, puisqu'on a une graphiste, Andrea, qui nous fait de très belles affiches. D'ailleurs, elle s'est mise à l'aquarelle récemment pour faire des affiches vraiment 100% homemade. Et c'est très beau. La prochaine va être très très belle. Et donc du coup, ensuite, on placarde les affiches en général avec nos enfants, du scotch du scotch aussi. Voilà, du scotch aussi. Pas mal de scotch. Voilà. Et on les place chez les commerçants qui veulent bien, qu'on les mette dans leur vitrine. Et voilà, on essaie de communiquer comme ça. Mais je pense que c'est sur tous les réseaux qui fonctionnent là pour le coup.
D'ailleurs, Alors, si on veut donner du scotch, on pourra répartir avec Missive. Justement, ça amène à la question, quels sont vos besoins pour vos associations, alors en termes de bénévoles, de dons et en termes de matériel. C'est quoi vos besoins, Lucie? Pour Missive, c'est quoi les besoins? Alors du scotch, on a entendu. Alors du scotch, oui. De la force, de l'énergie, en fait, des gens qui viennent aux soirées, qui soutiennent, qui lisent, qui partagent avec nous, qui chroniquent. C'est vrai, des personnes qui écrivent sur le site et qui participent à l'organisation des soirées. C'est ça qui est le plus chronophage, en fait. Donc ils rejoignent le collectif pour prendre en charge pour le banquet du 9 février. On a fait des devis chez des traiteurs et puis après on a dit bon, ok, ça va être beaucoup trop. Donc c'est une des Missives qui se charge du banquet entièrement. Donc en vérité, avec le collectif qui va être derrière et qui va mettre aussi la main à la pâte. Mais voilà, c'est ça. C'est vraiment, en fait, c'est du temps et de l'énergie des gens dont on a besoin. Plus que de matériel. Après, on aimerait bien avoir des casques pour le festival des murs à pêche, pour des écoutes, parce qu'on a aussi Missive en écoute et un podcast qui s'appelle Brut, qui est en fait on enregistre nos rencontres en librairie, mais on extrait ensuite Marie extrait 10 minutes ou 15 minutes de la rencontre, toujours un moment qui est un peu un temps fort en fait de la rencontre avec l'autrice ou avec les autrices, et qui ensuite est diffusé sur le site. Donc ça permet aux gens qui n'étaient pas là de réécouter. Et au mur à pêche, on aimerait, comme on l'a fait l'année dernière déjà, pouvoir faire écouter aux gens ces chroniques avec des casques. Donc ça c'est tout bête, mais c'est vrai qu'on aurait besoin de casques par exemple. Bon, c'est entendu. On a des casques, il faudra qu'on en parle. On a un peu de matériel pour ça. Anne, c'est un peu donc un gros stock de scotch, ça oui, on a compris. C'est vrai que ce qu'il faut, c'est des personnes avec leur enthousiasme, avec leur force, avec leurs idées. Et quand on a des idées, on dit tiens, on pourrait faire ci, ça. Je dirais que la réalisation, c'est pas grand-chose. On trouve. On trouve, bon évidemment, s'il faut faire des affiches, il faut payer les affiches. Évidemment, les stickers, faut payer les stickers. Quand on a fait on a acheté le triporteur, on a fait un financement participatif. C'était un gros budget. Donc maintenant, il faut quand même prendre soin du triporteur, remplacer les batteries, les trucs comme ça. Donc tout ça, c'est du coût. Mais je dirais ce qu'on a besoin surtout, c'est les gens. S'il y a plus personne qui donne ses livres, qui les lit, qui vient aux permanences, qui vient aux rencontres qu'on fait, aux animations, bah il y a plus quoi. Ouais. Mais il y a. Merci. Donc il faut de tout. Il faut des gens qui donnent des livres, des gens qui les trient, qui les nettoient. Donc il faut du monde. Donc pareil pour Missive. Il faut des bénévoles. Et ben justement, nous sommes dans l'émission qui fait la part belle au bénévolat. Donc voilà, des appels aux bénévoles pour Booklib et Missive. Et ben on arrive à la fin de notre deuxième partie et donc à notre deuxième pause musicale qui a été choisie par Anne de Booklib, donc qui s'appelle Qui a volé les mots de Michel Bernard. Et donc pourquoi avoir choisi ce titre, Anne? Alors d'abord, c'est une chanteuse, Michel Bernard, qui est pour moi une des plus belle voix de la chanson française, qui maintenant, enfin c'est la petite sœur, je sais plus comment elle disait ça, d'Anne Sylvestre. Elle travaillait bien ensemble, etc. Donc c'est en fait une femme qui est d'une générosité, qui est féministe, qui vient qui joue de l'accordéon. Donc elle était dans les rues dans les années 70 avec son accordéon. C'est qu'elle a une voix incroyable. Elle met enfin, je trouve que c'est d'une sensibilité, d'une intelligence et d'une générosité. Elle a une voix incroyable. Et pourquoi cette chanson ? J'ai pris une chanson un peu péchue qui parle de qui a volé les mots, parce qu'évidemment Booklib c'est les mots, Missive aussi bien sûr, et les mots c'est ce qui permet de communiquer les uns avec les autres. Et en fait, elle dit en gros que la langue française, elle est faite de tous les mots, toutes les rencontres étrangères. Et donc, donc c'est sur les mots étrangers qu'elle pose sa chanson. Eh bien, on va tout de suite l'écouter. Donc, Qui a volé les mots de Michel Bernard. Radio Ems, l'essentiel de la musique.
a volé les mots? Encore ces Français, quel culot voler les mots. Regarde, ils en ont plein la bouche, plein les poches. De tous ces mots piqués partout, tu crois pas que c'est moche? Voler des mots sans en avoir l'air et les coller en douce dans son dictionnaire. Voler des mots sur toute la planète. Ah, vraiment, ces Français sont pas nets, de vrais pickpockets. Voler aux Grecs, aux Latins, aux Gaulois. Ça va de soi, ça va de soi. Voler aux Anglais, aux Allemands, aux Italiens. C'est normal, notre voisin, c'est normal, notre voisin. Oui mais voilà, ça va bien plus loin. Ils ont même volé les Polynésiens. Piqué paréo et tabou, au tout à motu. Chez les Chinois, le mot typhon soufflait pour de bon. Banane et macaque en Afrique, tu parles d'un trafic. Le raffia chippé aux malgaches à coups de cravache. Même aux arabes, c'est le bouquet. T'imagines pas ce qu'ils ont piqué. Le barda, le safari, le café, le nénuphar, la guitoune et le satin, la valise et le hasard, le magasin, le cramoisi, le charabia et l'alchimie, le sirop, le sofa, le souk et la nouba. Qui a volé les mots? Qui a volé les mots? Encore ces Français, quel culot voler les mots. Regarde, ils en ont plein la bouche, plein les poches. De tous ces mots piqués partout, tu crois pas que c'est moche? Voler des mots sans en avoir l'air et les coller en douce dans son dictionnaire. Voler des mots sur toute la planète. Ah, vraiment, ces Français sont pas nets, de vrais pickpockets. Voler aux Grecs, aux Latins, aux Gaulois. Ça va de soi, ça va de soi. Voler aux Anglais, aux Allemands, aux Italiens. C'est normal, notre voisin, c'est normal, notre voisin. Oui mais voilà, ça va bien plus loin. Ils ont même volé les Amérindiens, la tomate et la cacahuète au nez des Aztèques, le toboggan, le mocassin chez les Algonquins. Voler aussi les Bengalis, plus de pyjama, et puis leur joli paradis nommé Nirvana. Et même aux Turcs, c'est le bouquet. Tu devines pas ce qu'ils ont piqué. La turquoise et le turban, le cosaque et le derviche, la bergamote et le divan, le caviar pour les riches, le talisman, le cimetière, la percale et le janissaire, le pacha, le lascar, sarabande et bazar. Au voleur, qui a volé les mots? Qui a volé les mots? Encore ces Français, quel culot voler les mots. Regarde, ils en ont plein la bouche, plein les poches. De tous ces mots piqués partout, tu crois pas que c'est moche? Voler des mots sans en avoir l'air et les coller en douce dans son dictionnaire. Voler des mots sur toute la planète. Ah, vraiment, ces Français sont pas nets, de vrais pickpockets. Ah, vraiment, ces Français sont pas nets, de vrais pickpockets. Eh oui, donc c'était Qui a volé les mots de Michel Bernard, choisi par Anne de Bouclib. Donc Qui a volé les mots. Donc voilà, on arrive pratiquement à la fin de notre émission. Merci Lucie Giovannetti de Missive, ainsi que Anne Dunoyer de Bouclib pour votre participation donc à notre 5e émission consacrée donc à la culture, aux livres et surtout à la lecture. Mais avant de nous quitter, donc comment on fait pour vous contacter et puis votre actualité, Lucie, pour Missive? Alors pour nous contacter, c'est par le site lemissive.fr. Il y a nos adresses mail qui apparaissent et sinon sur Facebook et sur Instagram, on est aussi tout à fait joignable. Donc voilà, ça reste le meilleur moyen. Au niveau de notre actualité, on a une rencontre jeudi prochain, le 25, c'est à la librairie à la Marge, qui nous accueille, et ce sera une rencontre avec Aurélie Olivier, qui est une poétesse qui a publié un recueil aux éditions du Commun qui s'appelle Mon corps de ferme. C'est de la poésie de l'agroalimentaire, c'est incroyable ce qu'elle a fait, et donc ça va être une très belle soirée. Et ensuite on a le 9 février avec cette soirée toutes à table autour de la nourriture. Je voudrais quand même juste... Je voudrais vous lire un petit texte, parce que justement par rapport à cette soirée autour de la nourriture, et parce qu'aussi ce soir c'est la nuit de la lecture, et c'est vrai que nous, c'est quand même un peu notre activité de faire entendre la littérature, et j'ai choisi un extrait d'Annie Ernaux, parce que vous découvrirez le 9 février que, ou si vous le savez pas encore, que on ne montre pas de femmes qui mangent dans la littérature. Très peu, en tout cas. On doit se priver, visiblement. Mais heureusement, il y a Annie Ernaux. Ça vient des armoires vides.
À droite, à gauche, je fais mes délices d'une cuillerée de haricots collés de sauce tomate, d'un bout de tripe gluant, d'une demi-saucisse tiède, chippée à même la casserole. J'arrive malgré tout à finir le dîner, le rôti et les pois transformés en mare verte par ma fourchette. Ma mère apporte la boîte de gâteaux sur la table et je trouve encore le moyen de saliver de désir devant les boutons de crème mocha prêts à s'affaler, la poussière d'amande et les arabesques roses. J'avale de grands coups d'eau pour enfoncer le rôti et les pois, me livrer sans autre goût au plaisir crémeux, parfumé, craquant de temps en temps. Une tête rigolarde se fourre dans l'embrasure de la porte de la cuisine. Alors, ça gaze l'appétit. Eh bien, merci Lucie, merci pour cette lecture. Anne, comment on fait pour rejoindre Book Libre, contacter pour nous Book contacter, tout ça, enfin, il y a plusieurs moyens. Ou bien par le mail, donc booklibre.montreuil.yahoo.fr, ou par le site où il y a aussi des coordonnées, ou bon, tout ça c'est par électronique. Sinon, le samedi matin, à la maison ouverte, c'est ce qu'il y a. D'accord. À partir de quelle heure ? De 11h à 12h30. D'accord. Très bien. Alors, la maison ouverte le samedi matin de 11h à 12h30. Voilà. Vous pouvez retrouver les gens de Book Libre et leur filer un coup de main. Voilà. Et comme actualité, on a donc 2 animations assez importantes avec plein d'assauts au Clos Français. Mercredi et samedi prochain, mercredi 24 et samedi 27, il y a plein d'associations. Je ne sais pas si vous y êtes ou pas, je ne sais pas, non peut-être pas. Il y a, je sais pas, il y a aussi Clos, il y a Temps Libre, il y a plein d'animations pour les enfants. Donc on y est avec des jeux, des quiz, des ateliers d'écriture, etc. Au Clos Français. Donc c'est dans le petit centre commercial un peu délabré qui là deviendra très joyeux. Donc mercredi et samedi après-midi. Et on a également une participation au bric-à-brac culturel du Théâtre Berthelot qui a lieu donc dimanche 28 au Théâtre Berthelot. Et on sera présent également à faire avec plein de livres. Eh bien, très bien. Eh bien, merci mesdames d'avoir participé à notre 5e émission. Merci. Un grand merci à ma co-animatrice Caroline avec son humour et ses questions pertinentes. Et bientôt son suite. Voilà, et peut-être. Et merci encore à David pour la régie. Merci surtout aux auditrices et aux auditeurs d'avoir été une nouvelle fois nombreuses et nombreux à l'écoute. On vous donne rendez-vous en direct le jeudi 8 février à 19h. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission les prochains jeudis à 19h ou en replay dès demain sur notre plateforme de podcast ou depuis notre application mobile. N'oubliez pas de nous laisser des messages sur nos comptes de réseaux sociaux, Facebook, Instagram et X. Bonne soirée, restez à l'écoute de Radio Ems. Dans quelques instants, Déclic prend le mic avec Florence et son équipe, suivi de Funk Anthology, Jazzomania, et à 23h, on retrouve David avec le Club Ems, le mix. Bonne soirée. Father wears his Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our house, it has a crowd. There's always something happening and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down and a mess is not allowed. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our house in the middle of our street. Something tells you that you've got to in the middle of our. Father gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school, sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. In the middle of our street, our house. In the middle of our
remember way back then when everything was true, when we would have such a very good time, such a fine time, such a happy time. And I remember how we'd play, simply waste the day away, then we'd say nothing would come between us. Two dreamers. Father wears his Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs.